Je pense pas qu'il y ait plus d'homophobie en banlieue qu'ailleurs. Je pense juste que c'est beaucoup plus décomplexé. Il y a le biais racial qui entre en jeu, le biais de la pauvreté qui entre en jeu. J'ai pas les mêmes outils que les gens qui sont à Paris, qui eux, du coup, ils ont clairement plus de ressources. On peut se sentir totalement isolé, on se dit « Ah, je suis seul », pas du tout vraiment. On est partout. On est partout. Exactement. Dans les villes, dans les campagnes. Ouh là là, c'est la décadence. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. On les aime, mais c'est contre nature. Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Contre nature. Alors, pour la petite histoire, pour le petit contexte, aujourd'hui, on fait du coup un épisode sur le thème être queer, être LGBTQIA+, en banlieue. Et du coup, c'est un thème qu'on voulait vraiment faire parce que la semaine dernière, du coup, on était à la génialissime Pride des banlieues, qu'on vous recommande vraiment d'aller chaque année si vous pouvez. Et on a beaucoup d'abonnés qui sont venus nous voir en mode pourquoi vous n'avez pas encore discuté, pourquoi vous n'avez pas encore abordé ce thème qui est hyper important. avec les personnes directement concernées. C'est ça, et on s'est dit, mais vous avez absolument raison, on va le faire dès la semaine prochaine, et nous voici aujourd'hui pour en discuter. Donc autour de cette table, si vous pouvez vous présenter donc votre prénom et votre pronom. Alors, je m'appelle Yélé et mes pronoms, c'est elle. Alors moi, c'est Rose, comme la couleur, comme la fleur, et mes pronoms, c'est elle aussi. Moi, je m'appelle Jérôme et mes pronoms, c'est il. Donc si vous voulez nous dire d'où vous venez, votre environnement et comment ça a été grandir en tant que personne queer chez vous. Waouh. Qui commence? Vas-y, je commence. Donc moi, je suis né dans le 93, dans une petite ville qui s'appelle Gagny. J'ai fait mes études en 93. Quand j'ai voulu bouger à l'université, je suis pas allé très loin, je suis allé à Créteil, ensuite à Cergy. Du coup, je suis vraiment resté en banlieue. Et avec du recul, je me dis, en tant que personne queer qui était out, mais pour moi, mais pas non plus dans des milieux à l'époque, j'étais un peu seul, quoi. Et je dirais que grandir en banlieue, c'est être seul et ne pas trouver. Je savais pas qu'il y avait déjà des espaces pour les personnes queer, encore moins pour les personnes queer racisées. Et du coup, pour moi, c'était une obligation d'aller à Paris pour aller dans les boîtes, pour aller dans les bars, etc. Du coup, moi, j'imagine comme beaucoup de monde, mes premiers bars, je suis allé dans le Marais. C'est Le fameux. qu'il y a. C'était quoi ton tout premier bar? Là, c'était un truc super glauque. J'ai pris un bar au hasard. Et il y avait moi et un autre mec. On n'était que deux dans le bar. Mais tu le connaissais Super. quand même? Non, Ah, ok. c'était un gars qui était là. Il y avait genre, je sais pas, 50 ans. Et après, il commençait à me tchatcher. Moi, j'étais là. Moi, j'avais 18 ans. Je sais pas trop. Et première fois que tu étais dans une ambiance... Ouais, c'était un peu angoissant. Du coup, t'es retourné direct en banlieue après cette expérience. En fait, on est peut-être mieux en banlieue finalement. Moi, j'ai mis un peu de temps avant d'y retourner. Et toi, tu avais un peu cette même histoire, notre solitude, tu disais pas? Ouais, alors moi c'était de la solitude et puis c'était l'adolescence aussi, beaucoup, fort. Et à l'adolescence, tout est accentué. T'as grandi où? J'ai grandi dans le 94. Je citerai pas le nom de la ville, mais j'ai grandi dans le 94, le Val-de-Marne. Donc c'est pas le coin le plus malfamé non plus, mais c'est la banlieue, quoi. Je dirais que j'ai grandi avec cette idée que être homo, c'était un truc de blanc. Être homo, c'était aussi pas normal. Et au tout début, quand j'ai compris que j'étais homo, j'ai pris conscience que c'était pas accepté, pas quand j'ai eu mes propres expériences avec des filles, mais quand je me suis rendu compte que ce n'était pas accepté chez moi, dans mon cercle et là où je vivais, grossièrement. C'est un peu l'idée. Mais toi, t'as pas vraiment vécu ça dans ta jeunesse, entre guillemets. Tu t'es pas sentie si différente que ça dans ta jeunesse. C'est plutôt à l'adolescence, vers tes 13-14 ans, que t'as commencé à... Ouais, en fait, je me sentais différente et je m'isolais déjà toute seule. Et je pense que c'est un souci auquel on est confronté aussi, c'est que déjà on est pas mal isolé parce qu'on cherche ton approbation du regard. On n'est pas obligé de... Non, mais je suis grave d'accord. C'est réel. Déjà, on se sent isolé à la base en étant soit queer, soit LGBT, soit homo, soit lesbienne, soit trans. Mais en plus de ça, à l'adolescence, on a tendance à s'éloigner de tout le monde, de nos parents, de nos amis, à arrêter de communiquer net.
Et l'isolement, on y contribue aussi, on y participe aussi énormément. Donc voilà comment moi je l'ai vécu et je l'ai ressenti. Ok. Et toi, Rose, du coup? Je suis totalement d'accord avec toi sur le thème de l'isolement. Clairement, je sais que pour moi, je me sentais pas différente en soi. Parce que moi, j'ai du coup fait 2 coming out. J'ai fait un coming out gay tout d'abord. Puis après, j'ai fait mon coming out trans. Au passage, j'ai refait mon coming in gay. Du coup, j'étais hétéro officiellement. Et quand j'ai grandi, je me sentais pas différente, en fait. Je savais que personne me ressemblait autour de moi. Donc moi, j'ai grandi dans 78, donc 50 ans en Yvelines, pas loin de Versailles. Et c'est très différent, en fait, de tout le monde qui est un peu versaillais, du coup. Et c'est une ambiance qui c'était pas hostile en soi dans le comportement des gens, mais je savais qu'il y avait un rejet et une ignorance plutôt de qui j'étais. Où on sentait que j'étais différente et on savait à peu près, on pouvait plus ou moins pointer le doigt sur le fameux nom à alphabet LGBT+. Mais pour autant, il y avait vraiment en fait toute une censure autour de ça, ce qui renforçait vraiment l'isolement. Et après, c'est quand je suis arrivée à Paris, comme toi, Jérôme, quand je suis arrivée à Paris, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, je suis pas différente du tout. Enfin, je suis différente pour la norme quand même de là où je suis. Mais il y a tellement de gens qui sont comme moi, qui me ressemblent. Et en banlieue, on ne montre pas ça. On ne nous montre pas comme étant des personnes différentes. On ne nous montre pas tout court, en fait. Tu as fait 2 coming out du coup. Yes. Est-ce que tu peux nous dire à quel âge tu as fait le premier coming out et à quel âge tu as fait le second pour savoir un peu le contexte entre les deux et... Je vais mettre une petite timeline, tu as raison. Alors, mon premier coming out, je l'ai fait, mais j'ai surtout été outée. Donc, pour les gens qui ne savent pas, outé, ça veut dire tout simplement que quelqu'un a tout simplement dit que j'étais un jeune adolescent homosexuel à ma place. Et donc, du coup, ensuite, j'avais du coup 14 ans à ce moment-là. Et puis, j'ai fait mon coming out non-binaire. Donc, je m'identifie comme étant non-binaire pendant longtemps. Je pense que j'ai jamais vraiment mis de date dessus, mais ça a commencé en 2020, peut-être à peu près, quelque chose comme ça, il y a 3 ans de ça. Et puis, doucement et sûrement, j'ai commencé à me genre éco-féminin. Et puis, tout simplement, j'ai simplement fait mon coming out femme trans. Il y a à peu près 1 an de ça, quoi. Okay. Un peu plus, peut-être. Tu as évoqué rapidement la représentation et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi du coup, mais ce qui m'a fait le plus mal pendant mon adolescence et après mon coming out, c'était pas la représentation en tant que telle, c'était le fait qu'on ignore ce que j'étais et qu'on soit dans le déni aussi de ce que j'étais, parce que ça n'a jamais été un choix. Donc je sais pas trop. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi aussi, par rapport à la représentation, moi je pensais plutôt au fait que quand j'étais enfant, il n'y avait rien, ça n'existait pas, c'était inexistant. Et la première représentation que j'ai eue, c'était des trucs vraiment pas valorisants, pas des choses qui me ressemblaient. Et du coup, j'avais pas trop l'impression d'être représenté, j'avais l'impression d'être nulle part, ou que ce soit que des stéréotypes, que des mecs blancs qui ne me ressemblent pas du tout, genre dans les séries ou dans les téléréalités et tout. Déjà que j'avais pas le droit de regarder, mais du coup j'entendais parler et je me disais mais en fait c'est pas moi. Et du coup quand j'en parlais à mes amis, eh bien eux leur seule référence c'était ça. Ils me disaient ah bah t'es comme telle personne de telle télé-réalité. Je disais bah non, bah moi je suis comme ça. Enfin j'avais vraiment beaucoup de mal à trouver ma place dans les représentations qui étaient totalement inexistantes. Et c'était impossible même pour les alliés de me comprendre et de comprendre mon existence. Je suis totalement d'accord avec toi. À chaque fois qu'on comparait nos existences, c'est toujours aux télé-réalités, aux séries, aux films, à ce qu'on voyait. Et à Paris, j'ai jamais eu vraiment ce sentiment-là, parce que j'ai quand même eu la chance de pouvoir plusieurs fois aller à Paris. J'ai ma grand-mère qui habite du coup sur Paris. Donc j'ai pu quand même grandir un petit peu en y allant régulièrement, etc. Et voir que les gens sur Paris, en général, ne comparent pas en fait à des séries ou à des films, etc. C'est pas forcément plus accepté, mais c'est plus reconnu. Et c'est là où je fais la différence. Nos existences sont plus reconnues, mais pas autant acceptées. Alors qu'en banlieue, c'est directement « Ah, t'es comme dans ce film, t'es comme dans cette série, t'es comme l'oncle de mon père que je connais. » C'est toujours en fait par rapport à quelqu'un. On n'est pas nous-mêmes, on est quelqu'un par rapport à quelqu'un d'autre. Et parce qu'il y a tellement peu de gens autour de ces personnes-là que peut-être que c'est les seules personnes à qui elles peuvent faire allusion, je sais pas. Et c'est pas qu'il y a peu de gens, c'est que les gens se cachent. Les gens se cachent parce que je pense pas qu'il y ait plus d'homophobie en banlieue qu'ailleurs. Je pense juste que c'est beaucoup plus décomplexé
et beaucoup plus toléré d'être intolérant. C'est un peu idiot comme formulation, mais c'est un peu ça. Et ouais, donc j'espère que ça rejoint ce que tu dis. Je me reconnais là-dedans, pas mal. Aussi, l'image de la communauté LGBT, comme les gens l'entendent, peut beaucoup faire mal aux personnes qui ne sont pas out ou qui viennent de banlieue, dans le sens où c'est toujours à double tranchant. Déjà parce que les gens s'orientent de plus en plus avec la communauté LGBT, je trouve pour ma part, vers un mouvement extrêmement politisé, et que ça ne correspond pas forcément à tout le monde. Parfois, on n'a pas envie de politiser sa vie, on n'a pas envie de politiser sa couleur de peau, son orientation sexuelle. Et les gens associent tout de suite soit être homo à être LGBT et être activiste et être au devant de la scène et être un cliché. Et moi, je suis très contente de l'impact que l'image de la communauté LGBT a. Mais c'est vrai que parfois, j'aimerais ne pas être associée à certaines choses. Et je pense que c'est naturel. Et qu'il n'y a pas à se cacher de ça. Moi, j'allais dire, est-ce que ça te gêne, du coup, d'être associée un peu au... Est-ce que tu te considères militante, par exemple, pour le mouvement ? Du tout. En fait, je ne me considère pas militante. Ça m'a énormément aidée. En fait, toute la médiatisation... un peu perso, mais du coup, moi, j'ai découvert Paint. C'est ça. J'ai découvert Paint avec la vidéo de... être homo en banlieue. Wow. Être homo en banlieue. Ça fait 3-4 ans, je pense qu'on a fait ça. C'est ça. Et j'ai fini top commentaire, d'ailleurs. Je sais. On a une star à la tête, c'est clair. Ouais, je suis là, c'est moi. Et cette vidéo, elle m'a fait briller. Cette vidéo, elle m'a fait... J'étais sans voix parce que c'est la première fois que je voyais dans un média des gens s'exprimer, les gens en question s'exprimer, et qui disaient la vérité, qui décrivait exactement ce que je vivais au quotidien. Et il y a 3 ans, j'ai écouté cette vidéo sous ma couette, cachée, et maintenant je suis là. Comme quoi, congrats. Ouais, merci. C'est un truc de fou. Et ça a changé ma vision de beaucoup de choses. Donc non, je peux pas en vouloir du tout à la communauté LGBT. C'est juste que parfois, on entre en contradiction comme dans tout. Mais je peux pas me considérer comme faisant partie de la commune, ce serait hypocrite. En fait, moi, je pense que je rejoins totalement ce que tu dis, mais j'ai l'impression que la communauté LGBT, elle n'est pas pareille à Paris qu'en banlieue. C'est la communauté LGBT, mais c'est pas la même communauté LGBT. Et j'ai vraiment l'impression que nos expériences sont encore une fois pas comparables. Surtout aussi en fonction des banlieues qu'on vient, évidemment, et aussi en fonction des discriminations qu'on vit. Moi, j'ai quand même un privilège d'être aussi une personne blanche, il faut que je le reconnaisse. Et tout le monde n'a pas les mêmes privilèges et tout le monde n'a pas les mêmes discriminations. Et c'est sûr qu'en fonction des banlieues d'où on vient, c'est pas du tout les mêmes discriminations que la communauté LGBT, pour moi, à laquelle elle fait face, en fait. À Paris, par exemple, si je suis au centre de Paris, dans le Marais, je vais pas avoir les mêmes... Ça me fait toujours rire. Je vais pas avoir les mêmes regards dans le Marais qu'à 5 minutes à pied à Châtelet. Parce que c'est encore une fois, c'est Paris, mais c'est pas le même Paris. Et encore une fois, c'est la communauté LGBT. Bon, un coin, c'est vraiment la communauté LGBT. Et un coin, ça va être des gens qui vont être cachés, des gens qui vont pas se montrer, etc. C'est jamais pour moi la même... On peut jamais vraiment faire la même comparaison parce qu'on parle carrément de sujets qui sont différents, en fait, à mes yeux. Et voilà, en fait, justement, la raison pour laquelle on est là, c'est parce que la communauté LGBT en banlieue n'a rien à voir à mes yeux à la communauté LGBT à Paris. Okay. Ouais, je suis d'accord parce que du coup, moi, je suis militant à la Pride des banlieues, justement. Ouais. Et c'est marrant ce que tu dis ça parce que moi, il y a quelques années, je me voyais pas du tout militer parce que, en fait, je me rends compte que, j'étais pas à un endroit de ma vie et de ma tête où j'avais la force d'être sur le devant de la scène, où j'avais la force justement de parler dans un micro pour dire « Ah oui, je suis un homme homosexuel des banlieues ». Parce que quand tu es en banlieue, il y a plein de discriminations en jeu, il y a la famille, il y a l'endroit où on habite, il y a le travail, etc. Et je trouve qu'on a beaucoup à perdre en étant militant. Du coup, il faut être sûr de ce qu'on a avant d'aller sur le devant de la scène et de se battre parce que c'est une bataille du quotidien. Et comme tu disais, par rapport au militantisme à Paris et en banlieue, c'est vrai que du coup, en banlieue, je côtoie plusieurs associations militantes de banlieue et on a tous et toutes en commun que y a le biais racial qui entre en jeu, le biais de la pauvreté qui entre en jeu. Et du coup, ça rend nos luttes beaucoup plus...
je sais pas, j'ai l'impression beaucoup plus difficile et beaucoup plus personnel. Du coup, tout le monde lutte vraiment avec le fond de son âme, quoi. Et parce que si on milite pas, eh ben certaines personnes meurent, quoi. Du coup, c'est même pas tant un choix de est-ce qu'on a envie d'améliorer notre vie, c'est est-ce qu'on meurt ou pas. En fait, on n'a pas les mêmes outils pour moi. Je m'imagine vraiment être Bob le bricoleur avec ma petite trousse de bricolage et j'ai pas les mêmes outils que les gens qui sont à Paris, qui eux, du coup, ils ont clairement plus de ressources, ils ont des centres qui sont dédiés, ils ont plein d'associations qui sont dédiées et c'est génial, hein, c'est top. Et en banlieue, malheureusement, il n'y a pas tout cet accès-là, il n'y a pas tous ces outils. Et du coup, quand on a la chance de pouvoir aller sur Paris pour pouvoir avoir accès à ces outils, c'est tant mieux, mais il y en a tellement, et je pense surtout aux personnes qui sont plus jeunes, aux adolescents, qui, eux, par exemple, s'ils sont à Paris, ils peuvent plus facilement accéder à ces ressources, alors que quand ils sont en banlieue, il n'y a pas de visibilité, sauf sur les séries, etc. Et encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont bien et moins bien à prendre de ça. Et sinon, ils ont beaucoup moins accès, en fait, à la visibilité. Je pense... tu voulais réagir ? Oh, tu m'as entendu? Ouais, mince alors, je suis cramée. Là n'est pas la question de délégitimiser des problèmes ou de faire des échelles, mais c'est juste que il faut que les gens se mettent aussi à notre place et à l'idée qu'on peut se faire éventuellement des problématiques des LGBT ou des personnes homo à Paris ou dans des milieux qui sont juste plus aisés ou juste plus safe aussi, en banlieue et à Paris. J'essaie de chercher ta validation du regard. Et tu l'as ou pas? Tout simplement parce que c'est juste des problématiques qui sont différentes et que ça agace et forcément ça frustre aussi de voir que les gens sont étonnés quand on leur parle de soit nos parcours de vie, soit merci de me sourire, soit nos parcours de vie, soit de notre expérience, soit sont étonnés, soit juste ne comprennent pas, n'ont pas idée que ça puisse exister. Est-ce que vous avez subi ou été témoin d'actes ou de paroles LGBT-phobes en banlieue? Oula. Et même avant, du coup, j'imagine votre coming out. Par quel chapitre commencer? Je vais en citer une pour commencer, mais j'ai quand même eu le droit à, évidemment, après vraiment que j'ai commencé à... J'ai jamais vraiment eu une apparence dans la norme, déjà pour commencer. Mais quand j'ai vraiment j'étais ouvertement non-binaire, puis transgenre, etc., enfin, en tout cas, j'étais transgenre, mais bon, une femme transgenre, quoi, dans la banlieue. J'ai eu le droit quand même à une fameuse histoire où il y avait un mec qui, en sortant du coup de mon petit lycée, où du coup là, je m'identifiais un petit peu comme non-binaire, j'étais maquillée, j'avais les cheveux longs, bon. Et puis il y avait un cher monsieur qui s'amusait un petit peu à me suivre. Donc bon, des suiveurs, c'était pas la première fois que j'en avais, mais je calculais pas, je me concentrais sur moi. Et je vois que le mec voulait pas lâcher l'affaire. Donc bon, je continue, etc. Et puis vient du coup le moment des insultes, parce que bon, évidemment, il commence à comprendre que j'essaie de presser le pas. Vient le moment des insultes, vient le moment aussi où il commence à se rapprocher. Donc moi, j'essaie de courir avec mes petits pieds. Et puis, en essayant un petit peu de le perdre, je finis par trouver... J'étais dans une cage d'immeuble. Et encore, ça c'est encore autre chose que je voulais dire. Par rapport à Paris, où je trouve en général, il y a beaucoup d'interphones, etc. Moi, en tout cas, dans ma banlieue, il n'y avait pas tout ça. C'était directement mon immeuble, n'importe qui pouvait y accéder. Et je pense que dans beaucoup de banlieues, c'est comme ça. Mais bon, ça, c'est encore autre chose à part. Et du coup, le mec me suit jusqu'à chez moi. Et du coup, j'essaie d'ouvrir la porte, en fait, le temps que je mette la clé dans la porte et pour que je puisse rentrer. Le mec court derrière moi, monte la cage d'escalier. Je rentre, je claque la porte pour pouvoir la fermer. Il met son pied dans le coin, en fait, de la porte. Et donc, du coup, je ne peux pas la claquer. Il a mis son pied. Et le temps que je réalise qu'il a mis son pied, il ouvre grand la porte. Du coup, je tombe, enfin, je tombe, mais genre, je recule d'un coup. Et puis genre là, je me dis, waouh, le mec, il me suit depuis tout à l'heure. Je serais à Paris, je pense pas que ça m'arriverait. Ça, j'ai pas pensé vraiment, j'ai pensé vraiment après. Je me suis dit, mais là, je serais ailleurs, je serais dans une grande ville, je serais dans un coin où je suis plus entourée, où je suis moins isolée et où j'ai plus de sécurité aussi autour de moi. Ça m'arriverait pas, ça, forcément. Peut-être, mais dans ma tête, ça m'arriverait pas. Et du coup, le mec, il est là, et j'ai hurlé, évidemment, parce que bon, voilà, je savais pas quoi faire. Et puis les voisins sont arrivés, il est parti. Mais tout ça pour dire que il y a tellement de choses qui arrivent plus facilement et que les gens se permettent de faire
quand on est en banlieue, alors qu'à Paris, les gens, ils calculent juste pas les autres gens en général. Mais les gens se permettent beaucoup plus de choses et il y a beaucoup plus d'irrespect, on va dire, qui est verbal, alors que je trouve qu'à Paris, c'était plus non-verbal, en tout cas pour mon expérience. Mais non, les gens se permettent des choses, enfin, de là où je viens, c'était je pourrais écrire un livre. Et toi, Jérôme? C'est intéressant parce que moi, on m'a jamais posé cette question avant que je milite. On m'a jamais demandé, ah oui, est-ce qu'en banlieue, c'est différent? Parce que pour moi, c'était pas une question avant que je sois après des banlieues, parce que j'ai vécu de l'homophobie partout, quoi. Mes premières expériences, c'était à la télé, avec la Manif pour tous, qui venait dire l'homophobie dans mon salon. Après, c'était du coup avec mes parents. Après, le coming out, c'était pas ouf. Et après, c'était un peu partout, dans les magasins, quand j'allais me balader à Paris, quand j'étais en vacances sur la plage. Du coup, j'ai pas l'impression d'avoir vécu plus d'homophobie en banlieue qu'ailleurs, parce que j'en vis partout, quoi. Enfin, pour moi, c'est la France de façon globale, quoi, même pas la France, même à l'étranger. Pour moi, il n'y a aucune différence. Et c'est vrai parce que souvent, j'ai fait quelques interviews pour d'autres médias et on me pose toujours cette question. Et à chaque fois, je suis étonné de me dire pourquoi il y en aurait plus en banlieue, alors que, faut regarder la France, quoi. La France, pays de fachos, et les centres LGBT sont brûlés et tout, et on ne demande pas, ah oui, est-ce que Touraine, c'est la banlieue, nanani, nanana. Enfin, ça, je comprends pas trop. Mais, et après, par contre, je dirais, quand j'entends les expériences d'autres personnes, je me dis que comme moi, je suis un homme aussi, un homme noir, dans la rue, et ben, j'ai pas la même perception. Je me rends compte que j'ai clairement le privilège de pouvoir marcher dans la rue sans me faire harceler, sans me faire suivre par d'autres mecs. Ça m'arrive vraiment très très rarement. Et parce que je sais parce que déjà, je suis un mec, et un mec noir, du coup, les gens, ils me voient d'abord en tant que mec noir, plutôt avant qu'en tant que personne homosexuelle. Du coup, parfois, je me dis que j'ai de la chance, entre guillemets, d'avoir cette discrimination-là, qui prend le dessus sur l'autre discrimination. Oui, tu peux avoir deux oppressions aussi, hein, le fait d'être racisé et, je sais pas si racisé ou noir, qu'est-ce qui est plus adéquat, les deux. Le fait d'être racisé et en plus le fait d'être homosexuel, on va pas dire que c'est non plus facile pour toi en France, quoi. Non, parce que ça m'arrive par exemple avec les flics. Du coup, une fois, j'étais avec un mec dans une voiture, on était en date et les flics s'arrêtent, ils nous font sortir de la voiture, ils fouillent la voiture parce qu'ils pensaient que je vendais de la drogue. Et après, quand je leur ai dit que j'étais en date, l'attitude a changé et c'est devenu des trucs homophobes. On dit, ah, mais du coup... de pire en pire, quoi. Qui fait la femme entre vous? Non. Le flic t'a demandé ça? Ouais. J'allais dire, est-ce que t'étais en banlieue? Mais non, t'étais pas en banlieue, c'était à Paris. Ah non, là, j'étais en banlieue. Ah, ok, oui. Voilà. Oui, un flic, c'est un flic. Bah oui, soit en banlieue ou qu'il soit pas en banlieue. Enfin, je me dis que, pour moi, c'est la même chose partout. Et surtout, des choses viennent s'accumuler en fonction de là où on est, quoi. C'est juste ça. Enfin, en soi, la question, c'était pas est-ce qu'il y en a plus en banlieue ou pas. La question, c'était justement quelle est votre première expérience face à l'homophobie, face à la LGBT-phobie, que ce soit justement en banlieue ou autre, quoi. Moi, c'est ce que je disais. Je pense que c'est pas qu'il y en a plus ou moins, c'est vraiment qu'elle est différente. Pour moi, à Paris, comme je dis, elle est plus non-verbale. En banlieue, elle va être plus verbale. C'est vraiment pas du tout les mêmes dynamiques pour moi, en fait, qui sont en jeu. Parce que c'est pas les mêmes codes aussi, je pense. Bien sûr. C'est clairement pas les mêmes codes. On se comporte pas pareil. Je pense, nous toutes et tous, quand on est à Paris et quand on est en banlieue, on a des attitudes différentes à partir du moment où on dépasse un certain kilométrage. Je voulais juste vous ramener en arrière, puisque s'il y a très peu de représentation, vous, votre chemin avec vous-même, de vous trouver comme étant queer, donc homo, lesbienne et personne trans, comment vous viviez toutes ces questions? Parce que vous ne pouvez pas forcément les poser à quelqu'un si vous n'aviez pas de gens autour de vous. Comment vous avez vécu ça? Moi, je dirais que c'était étrangement tranquille. Okay. Du coup, je me suis rendu compte que j'étais homo vers, 14 ans. Et directement, j'appelle tous mes potes pour leur dire. Ils m'ont dit « Ah, ok, c'est cool, y a pas de problème. » Et du coup, après, je me souviens, j'étais au collège, j'étais ouvertement homo, il n'y avait pas trop de problèmes. Enfin, ça allait, normal. J'avais pas de mec parce que j'étais seul, mais au moins, j'étais homo en théorie, quoi. Et après, le lycée est venu, j'ai vécu ma vie, j'avais pas trop de problèmes. Et du coup, dans ma tête...
C'était très simple, juste j'aimais les garçons et quand je trouverais un mec, je trouverais un mec. Ok. Et il n'y avait pas plus de... Je me sentais pas si différent de mes potes hétéros qui sortaient avec des meufs, avec des mecs, etc. Enfin, parce que pour moi, c'était en tout cas très enfantin à l'époque, vraiment de quand je rencontrerai quelqu'un, je serai amoureux, etc. Nanana. Trop mignon. Et c'est qu'après, en grandissant, que je me suis rendu compte que être homo, c'est pas que être amoureux de quelqu'un, c'est aussi du coup avec qui on partage sa vie, est-ce qu'on est out au travail, etc. Et là, c'est devenu plus complexe d'essayer de savoir comment faire. Par exemple, j'avais même pas imaginé comment on fait pour vivre avec un autre homme dans la vie, comment gérer les voisins, comment gérer la vie dans la rue, etc. Et je dirais que moi j'ai appris sur le tas, quoi. Ton coming out me surprend pas mal parce que du coup, justement, j'imagine qu'à ta place, ça a dû être hyper difficile de t'assumer. Donc, comment est-ce qu'à 14 ans, tu t'assumes, tu t'en parles à tous tes potes si facilement et au-delà de ça, à l'école, tu es ouvertement gay. Comment ça se passe ça? Enfin, ça me paraît fou, quoi. Je sais pas, je me disais que j'avais pas l'impression que c'était un si gros truc à l'époque. Parce que comme j'avais aucune idée de ce que c'était, justement, je ne me rendais pas compte. Mais c'était pas encore plus tabou, du coup, genre, vu que tu savais pas ce que c'était, vu que... Non? Oh, tant mieux en vrai. Hein, oui, moi je dirais non parce que j'ai eu aucun mauvais retour de mes amis. Okay. Et ta famille non plus du coup? Ah non, ma famille pas du tout, j'aurais pas dit. Mon coming out, je l'ai fait 10 ans après. Donc tu savais quand même à l'époque qu'il y avait un truc qui pouvait être rejeté. Comme tu disais tout à l'heure, c'était genre le moment de l'adolescence où on parle pas trop à notre famille, etc. Du coup j'étais vraiment... Et je connaissais ma famille, je me doutais que ils allaient pas sauter au plafond non plus. Ok. Et après, du coup, j'ai fait toute mon adolescence comme ça. Et en grandissant, là, quand j'ai fait mon coming out familial, ça s'est en effet très mal passé. Et du coup, après, j'ai dû me débrouiller tout seul, quoi. Mais moi, je dirais que pour moi, c'était apprendre sur le tas. Vraiment, il y a encore des trucs aujourd'hui, je me demande comment on fait. Par exemple, je vous raconte ma vie, mais... on est là pour ça. Avec mon mec, on réfléchit à comment avoir des enfants. Mais comme je ne sais pas comment on fait, enfin, j'ai aucun modèle de parents homoparental, à part les gens qui sont super riches, les présentateurs de je ne sais quoi, etc., qui peuvent aller aux States faire 7 GPA. En fait, moi, j'ai pas les moyens. Et même sur les trucs tout cons, du coup, comment on vit avec un enfant en tant que famille homoparentale, l'école, enfin, tous ces trucs, je me dis, en fait, je vais juste faire et advienne que pourra, quoi. Et voilà, il n'y a pas de modèle, j'apprends sur le tas. En vrai, je me reconnais beaucoup dans ton histoire parce que moi, c'était un petit peu la même chose quand j'ai grandi. En fait, vu que j'étais droite dans mes baskets et que je mettais pas trop de mots sur est-ce que je suis gay, est-ce que je suis ceci, est-ce que je suis cela, je me disais, il n'y a rien de mal avec moi. Et je pense que j'ai aussi de la chance avec l'éducation de mes parents qui était aussi... j'ai eu beaucoup de chance d'être bien acceptée aussi à ce niveau-là, quand j'ai été outée, du coup. Mais du coup, à ces périodes du collège, j'ai pas eu trop de problèmes aussi, dans le sens où, vu que j'étais bien entourée, que j'étais bien dans ma peau. Est-ce qu'on est bien dans notre peau au collège? Non, pas vraiment. Mais que j'étais bien entourée, que je savais qu'en tout cas, pour ça, il n'y avait pas trop de problèmes. Vu que je ne voyais pas de problème, les gens ne voyaient pas de problème aussi trop en général. Évidemment, j'avais quelques insultes, etc. Mais j'ai pas trop senti vraiment cet harcèlement ou ce rejet, ou qu'importe qu'est-ce que ça peut être, quoi. Et pareil, au lycée, c'était limite plus simple. Et par contre, c'est après, quand j'ai commencé à m'identifier comme une personne transgenre, où là, ça a commencé à plus être compliqué. Parce que, encore une fois, comme toi, j'ai dû tout réapprendre, en fait. C'est un peu comme si j'ai une petite renaissance. Mais c'est vrai, j'ai dû un peu tout réapprendre. Et bon, après, moi, j'ai pas de petit copain ni rien. Donc, je suis pas en mode, il faut que je suis avec quelqu'un pour ça. J'ai dû retrouver ça seul. Et puis même, je pense que de base, tu retrouves tout ça, tu le découvres seul, quoi. C'est avec toi-même. Et donc, du coup, c'est très différent. C'est une sensation, tu te dis, OK, je me sentais différente avant, mais là, je me sens encore plus différente parce que je sais que les gens me voient carrément directement c'est écrit sur son visage ou c'est écrit. Enfin, en général, j'ai quand même la plupart du temps des compliments sur ça ou des retours sur ça. Ou juste des gens qui me font des remarques dans la rue en mode, OK, on voit que t'es pas une femme cisgenre. Et même si c'est pour des compliments, parfois, t'es en mode, OK, c'est gentil, mais j'aurais bien voulu que tu dises rien, même si c'est gentil, tu vois. On va faire une petite parenthèse pour remercier le sponsor de cet épisode qui est nul autre que Waterdrop, qu'on va même plus vous présenter en fait parce que je pense qu'après 8-9 épisodes de Contre Nature, vous savez ce que c'est. On va quand même vous dire que ce sont des capsules qu'on dilue dans de l'eau. Vu qu'on est en été, ils ont sorti un Metro Drink spécial Iced Tea.
parce qu'on adore boire de l'ice en été. Hein. Goût pêche, myrtille, citron. Donc tout ça très frais avec un petit glaçon. Vous allez vous régaler. Qui a l'air trop bon. Et surtout, au-delà des micro-drinks qu'ils proposent, nickel. Au-delà des micro-drinks qu'ils proposent, ils ont surtout énormément de gourdes qui sont trop belles sur leur site. Donc on vous laisse découvrir ça sur leur site web. Et notamment à l'occasion de la Pride, ils ont sorti une gourde. À l'occasion de la Pride, ils ont sorti une gourde magnifique qui est aux couleurs donc de la Pride. Celle qu'on n'a pas aujourd'hui, mais qu'on vous mettra quelque part ici. Vous avez une réduction de 10% avec notre code PAINT10. Qu'on mettra donc faites-vous plaisir. Dans la description. Et donc encore une fois, merci beaucoup à Waterdrop d'avoir sponsorisé le podcast Contre Nature. Et on retourne à l'épisode. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, pour rejoindre ça, et là où je pense que j'ai mal vécu cette partie de mon adolescence, surtout le collège, c'est que la perception que les autres ont de nous la perception qu'on a de nous-mêmes joue énormément sur la perception que les autres ont. Si déjà on commence par se haïr, si on a du mal à s'accepter, à se comprendre, alors c'est sûr que ce qu'on va renvoyer aux autres, ça va être soit de la haine, soit de l'incompréhension, soit du dégoût, du déni, quoi que ce soit. Non, moi au contraire, je suis restée dans le placard relativement longtemps, même si je suis vachement jeune. 5 ans, je crois, auprès de mes parents. Et quand je suis rentrée au lycée, je me suis out à mes potes. Et bon, ils m'ont un peu regardé avec ce cliché de « tu pensais faire croire quoi à qui ?» Voilà, on sait. Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'en fait, j'étais extrêmement bien entourée, avec des personnes extrêmement bienveillantes et extrêmement queer aussi. Mais ça, je ne le savais pas. Il en faut. Et à l'époque, ils étaient out ou... C'était pas un sujet en fait. Okay. Ils étaient pas out non plus. Et puis on s'est retrouvés dans un groupe où à la base on était censé être 6 hétéros avec à la base. Et après, hop là. Avec plus personne en fait. Donc je me suis rendu compte que tous mes potes étaient soit bi, soit gay, soit trans, soit lesbiennes. Et je me suis dit ah ok. Mais dans cet ensemble d'amis là, on avait quand même j'avais quand même pas d'amis noirs et lesbiennes. J'avais pas d'amis lesbiennes tout court. Maintenant, j'en ai. Et c'est vrai qu'en termes de représentation et de vision de soi-même, ça a fait un gros coup au moral. Et je suis d'accord avec le fait que j'ai pas grandi avec un quelconque modèle. Par contre, Elliot Page... On en parle ou pas? Elliot Page, je pense que c'est quand j'ai vu son discours de coming out à l'époque du coup lesbien. Incroyable. Ouais, incroyable. Hein. Et ben je pense que ça m'a accroché à beaucoup de choses, à la vie déjà. À la vie déjà, ça m'a vraiment fait m'accrocher et me dire que waouh, une personne que j'idolâtre carrément. Bon, je l'idolâtre pas, mais je l'aime beaucoup de par son parcours. Et en fait. Comme moi dans un sens. Et ça m'a fait me légitimiser parce que j'ai vécu beaucoup d'homophobie intériorisée. J'avais beaucoup d'homophobie forcément contre moi-même. Je ne m'aimais pas, je me pensais totalement anormale. Je me détestais, clairement. Je me détestais, mais c'est parce que c'est ce que j'entendais aussi au quotidien. J'essayais de m'éloigner en fait de toute cette sphère-là qui concernait de près ou de loin être homo. Parce que tout ce que j'en avais et tous les retours que j'en avais, c'était du mal, quoi. C'était c'est Satan, c'est une infamie, voilà. Et on parlait tout à l'heure d'agression ou de mots violents qu'on a pu recevoir. Et moi, je pense que c'est même pas la micro-agression que j'ai vécue qui m'a fait mal, c'est quand on m'a dit mais pour moi, enfin c'est quand un de mes parents m'a dit mais pour moi si tu sors avec une fille c'est comme si tu sortais avec un chien. Wow. Et je pense que ça m'a cloué. Avec un chien. Ouais. Mais ça, c'est la première fois que j'entends ça. T'avais fait le coming out, t'avais fait un coming out à l'époque? Alors mon coming out a été forcé, mais circonstance atténuante, ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Et je pense pas que c'est étrange, hein. Oui, normalement ça se passe pas comme ça. Ouais, parce que si ça se trouve tu l'aurais pas fait toi-même peut-être. Enfin, t'as forcé, ce qui n'est pas bien. On rappelle, il faut jamais forcer le coming out. Jamais. Mais en même temps, pour toi, t'es en train de dire que peut-être que tu l'aurais pas fait sinon, quoi. En fait, j'étais dans une situation critique, c'est-à-dire qu'avec les années, j'avais accumulé de la dépression sévère et des problèmes chroniques de plus en plus violents.
Et j'en arrivais à un stade où quand j'allais en cours, je finissais au SAMU. Parce que j'étais juste mal. Et un jour, mon infirmière scolaire m'a stoppée. Elle m'a dit, bon, maintenant on arrête. Qu'est-ce qu'il y a ? Je sais que c'est pas physique. T'as fait des électroencéphalogrammes, t'as fait un tas d'examens. On sait que c'est pas physique ce que t'as. Qu'est-ce qui se passe ? Et je lui ai dit, c'est OK de dire ça. Je lui ai dit, je veux mourir. Et elle a dit, OK, j'appelle tes parents. Et de là, s'en est suivi un jour de silence. Puis une crise de larmes où mon parent m'a demandé mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as et je lui ai dit que j'avais tenté de mourir et en fait quand elle a entendu ça, elle n'a pas entendu le pourquoi je pense. Et je lui ai dit j'ai pas dit que j'étais homo, j'ai pas dit que j'étais lesbienne. J'ai jugé que ces mots étaient trop violents peut-être pour elle. J'ai dit j'aime les filles. Et je pense qu'elle a, malgré tout ce qu'elle pouvait penser de la santé mentale, de tous les a priori qu'elle pouvait avoir, elle m'a vue comme son enfant et elle n'a pas entendu ça. Elle a entendu mon enfant veut mourir. Et c'est là que a commencé toute ma procédure médicale. J'ai été internée, tout ça. Parce que j'étais vraiment dans un état critique, quoi. Et après ça, mon parent s'est énormément occupé de moi, m'a énormément accompagnée dans toute cette procédure-là. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas aussi de la précarité psychologique des personnes qui vivent en banlieue. C'est terrible. C'est vraiment, vraiment, vraiment terrible. Tout a un prix, tout coûte cher. Les ressources sont très difficilement accessibles aussi. Mais c'est vrai que du point de vue de ma sexualité et de ma vision des choses, quand je suis revenue vers elle un petit peu plus tard pour lui demander, bon, moi je suis un peu perdue par rapport à ma vision de ma culture, de ma religion et mon homosexualité, qu'est-ce que je peux faire ? Aide-moi. Et mon parent m'a répondu ça, du coup. Et ça m'a fait mal, c'est normal. C'était violent. Alors, c'est compréhensible. Et c'est un peu... elle est très, très touchante, ton histoire. Et c'est un peu bizarre de dire ça, mais ça me fait plaisir d'entendre quelqu'un qui a... j'ai l'impression que de m'entendre, toi, quand tu parles, j'ai l'impression d'avoir été dans la même situation avec mes parents. C'est pas aller aussi loin, mais j'étais... quand tu as dit qu'il y a une accumulation, c'était exactement ça. D'année en année, je chantais le poids qui était de plus en plus lourd avec mes parents. Chanter la pression de mon père qui me disait « Alors, t'as une copine ? Ah ouais, je connais telle fille, blablabla. Bla. » Moi, je suis « Ouais, non, nanana. » Et je sentais petit à petit que ça pesait sur mes épaules, quoi. Et je me rappelle, pendant ma dernière année, c'était mon master, tous les jours, quand j'allais en cours, je pleurais dans le bus à l'aller, au retour. Et après, je faisais l'air de rien devant mes parents, devant un machin. Et c'est qu'avec du recul, je me rends compte, en fait, j'étais en dépression, quoi. Et c'est que quand, justement, j'ai fait mon coming out que j'ai enfin pu déjà me libérer de ce poids. Et comme tu disais, par rapport à la précarité médicale, c'est que je sais que mes parents ont besoin d'aller voir des spécialistes, quoi, des psys, et moi aussi. Et Dieu merci, j'ai commencé une thérapie. Et c'est comme ça que je me rends compte que non seulement j'en avais vraiment besoin, et aussi... je me rends compte que c'est cher, quoi. Et du coup, je comprends pourquoi mes parents ne le font pas. J'y vais toutes les semaines et je me dis, putain, c'est cher, mais je le fais parce que c'est soit ça, soit un truc un peu plus grave, quoi. Mais du coup, je comprends grave ce que tu dis et je me sens grave connecté à ton témoignage, si je puis dire. Mais vos histoires, elles sont... C'est magnifique à entendre, mais pas magnifique. Enfin, j'ai peur que ça soit mal interprété. C'est très beau à entendre, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais je pense que nos histoires résonnent un petit peu entre nous parce que on a quand même, je pense, quelques petits points communs qu'on se reconnaît ou on va se reconnaître dans l'histoire des autres. Mais je me souviens, quand j'avais fait mon coming out trans, du coup, moi, c'était super dur parce que quand toi tu disais qu'avec ta mère elle était un peu antagoniste ou c'était dur avec elle et puis d'un coup elle t'a vu comme son enfant, je sais que moi c'était comme ça aussi avec ma mère où quand vraiment je lui ai dit que j'allais commencer mon traitement hormonal,
Et il s'est passé quelque chose, je ne sais pas ce qui s'est passé parce qu'on a toujours une bonne relation, mais elle a commencé à tout simplement, je pense, craquer. Et je ne sais pas du tout ce qui se passait dans sa tête. Mais ma mère, avec qui j'ai toujours une bonne relation, me disait comme quoi je me transformais, comme quoi je ne sais pas ce que tu deviens, je te reconnais plus, tu deviens un monstre. Elle m'a dit tellement de choses d'un coup. Et c'était d'une violence, mais... Et je sais même pas si encore aujourd'hui je m'en suis totalement remis, parce que bien que maintenant elle fait un super travail, même mes parents, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont aidants et qui sont présents pour moi, et tout le monde n'a pas cette chance-là. Mais je sais que ce jour-là, je me suis jamais sentie autant aussi proche de la mort, quoi. Déjà, j'avais passé une année horrible pour commencer, mais je pense que heureusement que ma meilleure amie était avec moi à ce moment-là, parce que je me suis dit, mais là, ça y est, j'aurais jamais dû faire ça. J'aurais jamais dû le dire. J'aurais dû rester dans mon coin et faire tout ça seule, parce que entendre ces mots-là venant de sa mère, et je suis tellement contente que toi, tu aies eu des mots doux à un moment aussi important, parce que moi, j'ai eu l'inverse. Après, du coup, ça s'est amélioré, mais c'était la voir en pleurs, comme si c'était moi qui lui faisais du mal, alors que moi, il n'y avait rien qui changeait. Il n'y avait rien qui changeait en ça. J'étais toujours maquillée, j'étais toujours en robe. Il n'y avait rien qui changeait. Mais je pense que quelque chose devait se passer dans sa tête. Peut-être, comme beaucoup de parents, de personnes trans qui doivent faire le deuil de leur enfant. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais la violence, c'est pas le bon terme. Je pourrais pas expliquer c'était quoi comme sentiment, mais en tout cas, je me reconnais beaucoup dans ton histoire, quoi. Et toi aussi, Jérôme. C'est vraiment, ça me fait penser à moi aussi, mon communion à ce moment-là. Moi, du coup, j'ai fait à mes 2 parents en même temps. J'ai bien fait en sorte qu'ils soient dans la même pièce et tout. Enfin, j'avais préparé mon coup, j'avais dit à mes frères et sœurs, soyez dans le salon avec moi, nanana. Et moi, j'ai eu du coup 2 réactions. Mon père, le rejet total. Ma mère, le mutisme. Et du coup, quand je suis parti, c'est là, ma mère, enfin, dans la tête de ma mère, c'est là qu'il y a eu le déclic de ah oui, c'est mon enfant. Et que, genre là, on est à un croisement. Et que si je fais pas quelque chose maintenant, si je fais pas un move, et ben, je vais perdre mon enfant, quoi. Et du coup, ma mère est revenue, on a pu en parler, etc. Pas mon père. Et parce qu'il m'a dit aussi des trucs de dingue. Le monstre, le deuil. On m'a dit. Ma mère est morte cette année, mon fils aussi. Enfin, genre le deuil, alors que j'étais en face de lui, quoi. Enfin, des trucs de ouf. Et en vrai, je suis pas sûr qu'on. Enfin, c'est un peu défaitiste, mais je suis pas sûr qu'on s'en remette un jour, tu vois. Tu parlais de ton parent, du coup, ton père, qui lui disait que son fils est mort. Moi, mes parents, actuellement, ils sont toujours dans le déni, finalement. Et c'est quelque chose c'est même pas tabou, ça n'existe pas. Cette partie-là de ma convalescence n'a jamais existé. Et je sais pas ce qui est le plus douloureux, le rejet ou le déni. Et ça revient encore en arrière. Ouais. Mais je leur en veux pas, en fait, de ne pas comprendre ce que je suis ou la souffrance que j'ai pu ressentir ou pourquoi j'ai ressenti de la souffrance. Je pense que je leur en veux de l'ignorer. Et ouais, je pense que c'est ça qui est difficile. Et pourtant, Dieu sait que j'aime mes parents. Je pense que ça le plus dur, c'est de savoir que notre douleur, elle est ignorée un peu par les personnes qui nous sont chères. Même s'ils savent qu'elle est là, il y a une ignorance qui est parfois volontaire. Et c'est... Mais c'est pour ça que c'est d'autant plus important. Et je crois que la Pride des banlieues l'avait revendiqué l'année dernière, qui disait qu'il y avait énormément de précarité justement due au rejet des familles, et donc beaucoup de personnes LGBTQIA+ dans les rues, finalement SDF, et qu'il n'y a pas forcément de logement et d'aide politique pour toutes ces personnes qui finalement se retrouvent à la rue à cause de cette situation. Donc qu'est-ce qu'on peut faire en fait aussi dans les banlieues, et ailleurs, mais surtout dans les banlieues où il n'y a pas en fait d'endroit pour les personnes LGBTQIA, pour qu'elles se rassemblent. Enfin, maintenant, du coup, avec la Pride des banlieues, c'est cool parce que ça crée une vraie dynamique et ça crée un vrai rassemblement. Et nous, on croit que on espère que justement se rassembler et ce qu'on fait aujourd'hui, de parler, de partager, ça peut aider les gens à se libérer et à se sentir plus à l'aise avec leurs identités. Qu'est-ce que vous recommanderiez? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, en fait, vous pensez, qui vous aurait aidé, vous, en grandissant? Moi, je dirais, du coup, comme on dit à la Pride des banlieues, c'est d'avoir des lieux.
Et en fait, et tu dis qu'avec la Pride, on rassemble des gens, mais même nous, on n'a toujours pas de lieu. Même quand on est une association, même quand on arrive à rassembler du monde, c'est trop dur, dans 93 en tout cas, d'avoir un local, d'avoir un lieu. Et je sais pas pourquoi c'est si difficile, quoi. Et du coup, Au niveau administratif, au niveau administratif, c'est-à-dire ils vous laissent pas en fait, ou ils vous mettent des barrières ou c'est des... ça. On a fait plein de visites pour avoir un local. On a parlé à la mairie. On fait toutes les démarches administratives françaises qui sont des galères sans nom. Ouais, on Et connaît. même ça, Laisse c'est, tomber. c'est vrai. même ça, c'est super difficile. Moi, je me demande tout le temps comment on fait les autres assos pour avoir des locaux, parce que nous, on n'a pas de local. Et je pense que c'est ça qui m'aurait aidé. C'est d'avoir un lieu où j'aurais pu aller pour parler à des gens. Du coup, clairement, moi, j'aurais demandé à d'autres personnes avant. Par exemple, moi, j'ai fait mon coming out à 22 ans parce que j'attendais de quitter chez moi pour pouvoir faire mon coming out parce que je savais que j'allais être à la rue le lendemain. Et en fait, du coup, j'ai attendu de travailler pour avoir mon salaire, mon appart, enfin en coloc, et pour faire mon coming out. Sinon, comme on dit après, j'aurais été dans la rue et il n'y avait pas d'autre possibilité que ça, quoi. Et je sais que je suis loin d'être le seul à avoir fait ce choix de l'attente. Et je sais que j'ai de la chance d'avoir pu faire ce choix. Alors d'autres personnes se font outer et du coup sont sorties de chez eux de force. Du coup, je me dis que si on a des lieux pour recueillir les personnes LGBT en besoin, déjà, ce serait une grosse aide. Et des lieux où les personnes sont formées surtout. Parce que c'est pour avoir des lieux où on subit encore plus de la transphobie, du racisme, etc. Merci, non merci, quoi. Et donc quoi, une forme de un centre LGBT en soi en banlieue ou un espace pour se Ouais, recueillir. c'est ça. Un centre LGBT avec des personnes formées, que ce soit les agents de l'institution ou pas, enfin peu importe en tout cas, qu'on ait un lieu où on peut se sentir en sécurité en fait. Et qui serait apte à recueillir les personnes dans le besoin, qui serait apte à répondre à leurs besoins sans qu'ils subissent encore plus de racisme, homophobie, transphobie dans ce lieu-là. Si c'est fait par des personnes lambda, c'est sûr que les mêmes biais de la société vont agir là-dedans, quoi. Du coup, il faut que ce soit des personnes formées. Il ne faut pas juste dire on ouvre un truc, on met 3 mecs de la mairie et ça suffit. Et on parle du coup justement beaucoup de la Pride des banlieues. Vu qu'on a la chance de t'avoir sur le podcast aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer en 2-3 mots justement qu'est-ce que c'est la Pride des banlieues ? La Pride des banlieues, du coup, c'est le mouvement revendicatif des personnes LGBTQIA+ de banlieue. Du coup, nous, on milite au quotidien. Enfin, au quotidien, à l'année en tout cas, pour Quotidien aussi, oui. oui, c'est ça, pour la dignité des personnes LGBTQIA+ de banlieue, que ce soit dans l'accès aux soins, que ce soit dans l'accès au logement, que ce soit dans les parcours administratifs, etc. Et du coup, cette année, notre revendication, c'était une PMA vraiment pour tous, et pas juste pour les femmes cis, que ce soit aussi pour les femmes trans, que ce soit aussi pour les personnes racisées, parce qu'actuellement, les personnes racisées, elles attendent 10 ans avant d'avoir un appareillage pour une PMA, contre 2 quand tu es une personne blanche. Et du coup, en fait, nous, on essaie de militer pour l'égalité vraiment de tous, que tout le monde ait les mêmes choses. Et à chaque fois, on se dit en fait que si on aide le plus grand nombre de personnes, ça va forcément nous aider, nous, dans la communauté. Bien sûr. Parce que l'année dernière, notre revendication, c'était justement 10 000 places de logement d'urgence. Et on se dit que si tout le monde a un logement d'urgence, les personnes LGBTQIA+ dans la rue pourront aussi en bénéficier. Et ça aussi avec, bien sûr, tous les ans, on a comme revendication la formation des agents de l'État. Parce qu'on a ras-le-bol de se faire prendre des remarques racistes, homophobes, sexistes, transphobes, etc. dans les institutions qui sont censées nous aider, que ce soit... Là, même pas dans des recherches en mais juste quand on va à la mairie, quand on va truc basique, chez quoi. le médecin, c'est ça. Quoi. Ouais. On se demande vraiment Et tous les le jours. minimum, quoi. Le strict minimum. C'est ça. Et voilà. Et du coup, j'en profite pour faire mon petit call to action. Ah, mais oui, vas-y. N'hésitez Allez, pas, chaud. bien sûr, à signer notre pétition pour une PMA pour tous. C'est sur notre Instagram. Super. Du coup, plus on est de signatures, plus on a de chance pour que on se fasse entendre, quoi. C'est juste ça. Et n'hésitez pas aussi à faire des dons parce que la lutte, ça coûte cher, encore plus quand on est en banlieue, parce que on fait ça juste avec notre temps libre et notre argent de poche, quoi. On la mettra, on mettra Pride des banlieues en description description. pour que vous puissiez aller directement dessus. Et est-ce que vous avez déjà eu des altercations ou des remarques ou des commentaires de personnes qui passaient à la Pride des banlieues, enfin je veux dire ceux qui regardent, ceux qui vivent là, ceux qui sortent la tête des fenêtres et qui se disent mais qu'est-ce qui se passe dans mon quartier alors que j'ai jamais vu ça de ma vie. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes comme ça ? Ouais, après on a eu
Il y a différents types de personnes qui nous regardent. Il y a les personnes qui sont dans la compréhension, justement, et qui ne comprennent pas trop ce qui se passe, et ils nous regardent un peu d'un regard méfiant. Mais voilà. Oui, en mode what the fuck, j'ai jamais C'est vu ça de ma life. Il y a, on a eu quelques, je vais pas mentir, on a eu quelques personnes qui lançaient des insultes, mais vraiment de loin, qui sont là, non, voilà. Oui. Mais voilà, Voilà. sans plus. Ok. Et quoi. c'est ça, pareil, enfin, dans toutes les prides, il y a ça, Oui. des panneaux sur les côtés. Ouais, Et pas au contraire, on a aussi eu des gens qui viennent nous voir pour dire c'est trop bien, je savais pas qu'il y avait ça à Saint-Denis, etc. Du coup, on a un peu toutes les réactions dans les rues. Et c'est ça qui est, je trouve que ça représente bien du coup la pluralité des avis des gens. Tout le monde n'est pas, on n'est pas un bloc monolithe en banlieue, on ne fait pas tous la même chose. Quoi. C'est clair. Trop bien. Et toi, du coup, qu'est-ce qui t'aurait aidé? Ah, pardon, Non, je t'en vas-y, prie. fonce, Qu'est-ce qui t'inquiète. vous aurait aidé, vous, en grandissant, que vous auriez voulu avoir? Eh ben, moi, ça aurait été. Alors, j'en sais rien pour les infrastructures, je m'y connais pas, et j'étais, je pense, une sorte d'ado beaucoup trop torturé pour aller vers les autres. Je pense que ça aurait été quelques bases déjà de connaissance de moi-même. Je pense qu'il faut que les jeunes apprennent à arrêter de romantiser la santé mentale, arrêter d'en faire des trends sur TikTok, sur Instagram, sur les réseaux, et commencent par se comporter avec eux comme ils voudraient que leur meilleur ami ou leur meilleur ami... que leur meilleur ami se comporte avec eux. Parce que il faut apprendre à se respecter, il faut apprendre à parler correctement à se parler correctement à soi-même, il faut apprendre à être doux avec soi-même et à s'aimer d'abord, à prendre soin de soi et à arrêter d'avoir cette culture malsaine et toxique et extrêmement nombriliste, waouh, j'ai du mal à formuler tout ça. T'inquiète, t'es bien. Et extrêmement nombriliste du mal-être, en fait. C'est normal d'avoir les hormones qui fluctuent. C'est moins normal, malheureusement, d'être malade, et encore plus à cause de ce qu'on est et ce qu'on ne contrôle pas du tout. Et il faut apprendre ça, il faut apprendre à se respecter, à prendre soin de soi. Je pense que c'est déjà la première étape vers s'ouvrir aux autres, s'entourer correctement, et pas de personnes qui nous détruisent ou qui nous font du mal indirectement dans leurs propos. Parfois et souvent, on s'entoure de personnes qui, en fait, n'ont pas du tout les mêmes convictions que nous, par peur de parler, et on se cache et on les suit parce qu'on a que ça comme choix pour pas se faire griller, entre grosses guillemets. Et voilà, c'est important de s'entourer correctement et d'être en accord avec soi-même avant de vouloir forcément aller mieux ou aller vers la communauté. La communauté, elle t'accepte, j'imagine, quand toi-même déjà tu t'acceptes. Et après, je pense que c'est du choix de chacun de vouloir aller vers la communauté ou de ne pas vouloir politiser sa vie. Ça, c'est totalement une autre question. Aujourd'hui, comment tu te sens? Mais moi, je vais très bien. Je suis en accord avec moi-même. J'ai décidé que ce serait plus un sujet dans ma vie et que je passe à autre chose. Ma sexualité ou mon orientation me définit pas, en tout cas me définit plus du tout. J'aime l'art, j'aime décider, j'aime sortir avec mes potes, ça ok, mais c'est plus un sujet dans ma vie, être homo. Et je pense que c'est important aussi que voilà, les gens se disent ça aussi, que ça peut ne pas être un sujet, ça peut ne pas être un problème, mais ça peut aussi ne pas être une question. Et quand on en arrivera au stade où ça pourra ne pas être une question, on aura tout gagné, je pense. C'est clair. Je suis totalement d'accord avec toi. Et je voulais juste dire une dernière chose. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit, mais juste une dernière chose que je voulais dire, c'est pour le combat pour la santé mentale, et c'est rejoint totalement en fait l'idée de créer des infrastructures dans nos banlieues parce qu'on en a tellement besoin. La meilleure chose qu'on peut faire, et c'est super bateau, mais c'est vraiment, je pense, qui peut impacter le maximum de personnes, donner juste de la positivité aux gens. Soyez en étant juste, en souriant juste à une personne dans la rue, vous savez même pas à quel point ça peut changer leur journée. Qu'importe qu'on est en banlieue à Paris, qu'importe si c'est une personne de la communauté LGBT ou pas, le sourire, ça change tout. Et c'est très bête, mais je vous jure que c'est vrai. De ouf. Oh, c'était beau, c'est une belle façon. Moi, j'aurais bien voulu vite fait conclure avec du coup forcément un message que vous aimeriez faire passer à des personnes LGBTQIA+, qui sont actuellement en banlieue, qui sont peut-être forcément pas out, qui se posent des questions, qui savent pas comment faire.
quel conseil, quel message est-ce que vous avez envie de leur adresser aujourd'hui? Si tu es dans un environnement qui te paraît hostile, pour ta sécurité, prépare ta sortie. Préparer sa sortie, ça veut dire se conserver, s'entourer correctement, encore une fois, de personnes que tu sais qui ne te seront pas hostiles, surtout si au quotidien, tu vis avec des gens qui sont homophobes ou transphobes ou qui te voudraient du mal physiquement. Prends bien soin de toi. C'est facile aussi de dire qu'il faut faire son coming out pour se sentir libéré, mais l'important, c'est ta sécurité avant tout. Seulement, il ne faut pas rester silencieux. Tu vas te faire du mal si tu ne parles pas, si tu intériorises tout au fond de toi. Ça peut être extrêmement dangereux et destructeur, et pour ta santé mentale et pour ta santé physique, forcément. L'important, c'est de trouver des espaces, même en ligne. Maintenant, on est en 2023. Yeah. De trouver des espaces TikTok. et de trouver exactement des gens avec qui tu peux échanger tout en te protégeant, sans donner d'informations personnelles, quand même. Et c'est possible. Et tu verras que c'est viable. Je parle beaucoup pour les jeunes. Et tu verras que c'est viable, en fait, et que tu pourras très bien vivre ta vie et sortir. C'est qu'une question de... C'est bête, mais c'est qu'une question de temps. Et c'est pour ça qu'on parle de préparer sa sortie, parce que ta sortie, elle va arriver un jour, et peut-être qu'elle arrive plus vite que tu ne le penses. C'est pour ça que tu dois te préserver. D'accord ? Important, trop important. Et tu verras que tu pourras être heureux, heureuse en tant que personne homo, trans, tout ce que tu veux, tout ce que tu es. Et tu es légitime d'être ce que tu es. Je suis totalement d'accord avec toi. Et dans tous les cas, c'est en parlant de ces choses-là entre nous, en tant que communauté, ou même avec des gens qui ne sont pas forcément de la communauté, plus on en parle et plus il y a de chances qu'on crée ces espaces-là, en fait. Et donc, pour revenir totalement avec ce que tu dis, il y a tellement de ressources sur Internet, il y a tellement de ressources de partout maintenant, on peut tellement les utiliser pour notre avantage. Et plus on en parle, plus on va réussir à créer ces infrastructures qu'on veut créer, plus on en parle, plus on va réussir à impacter des gens, à influencer des gens aussi pour qu'ils puissent eux aussi avoir ces de « Ah mais attends, moi je peux le faire. Moi j'ai envie de créer cet espace parce que moi on m'avait pas dit que c'était possible avant. Moi j'ai envie de le faire, je veux créer cette association, je veux créer ce mouvement, je veux créer ça, je veux aller ici, je veux emmener ces gens-là avec moi. » Et il y a tellement de choses qu'on peut faire juste en échangeant et encore une fois, en restant totalement connecté pour ne pas s'isoler comme tu dis, quoi. Et moi, je vous rejoins totalement. J'ajouterais aussi que où qu'on soit en banlieue à Paris ou dans n'importe quelle ville de France, en fait, on n'est pas seul. On peut se sentir totalement isolé. On se dit je suis le seul homo du coin. Pas du tout, vraiment. On est partout. On est partout. Exactement. Dans les Dans les villes, dans les campagnes. campagnes. On est sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment moyen de trouver des personnes qui te ressemblent autour de toi, que ce soit surtout via les réseaux sociaux, c'est plus facile. Mais il ne faut pas hésiter dès que tu as l'âge, bien sûr, d'aller dans les lieux. Et tu verras que même dans les lieux de rencontres queer, c'est des personnes qui viennent aussi de loin pour rencontrer d'autres personnes. Et c'est jamais... moi, chaque fois que je suis allé dans des lieux queer, j'ai rencontré des personnes de banlieue aussi. Parce que comme on n'a pas d'autres endroits où aller, on va là. Et du coup, c'est là que j'ai rencontré des potes aussi sur les réseaux, bien sûr. Mais voilà, il faut se dire qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a forcément des gens autour de toi qui sont dans le même cas que toi, qui sont dans la même recherche de compères et de consoeurs. Et du coup, garde un œil ouvert, quoi. Parfois, on va aller chercher loin et en fait, nos potes queer, ils sont juste là. C'est vrai. Prépare ta sortie, garde un œil ouvert et souris aux gens. C'est pas beau, ça? C'est magnifique, Belle merveilleux. conclusion. Trop beau. Et sois fier de qui tu es toujours. Bien sûr. Trop bien. Ben voilà, pour conclure cet épisode, merci beaucoup pour votre vulnérabilité, vos histoires. Et on sait que ce que vous faites là, ça va aider tellement de gens. Donc, moi, personnellement, je vous remercie du fond du cœur parce que je sens qu'on peut évoluer tous et toutes ensemble. Et donc... Et surtout, c'est l'occasion, c'est l'année prochaine, aller à la Pride des banlieues, participer à la Pride des banlieues si vous voulez. En vrai, nous, on y était cette année, c'était des meilleures vraiment Pride qu'on cool. ait faites, genre l'ambiance est super Il y a des vraies revendications. Très bienveillant et c'est très divers surtout. Et c'est vrai que c'est pas le cas de beaucoup de Pride. Donc allez à la Pride des banlieues si vous pouvez l'année prochaine. On sait pas encore la date, mais ça vaut le coup. Et du coup, on vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode. Qui sera le dernier de cette première saison. Et donc rendez-vous pour un prochain épisode de
contre nature. Je l'ai pas fait, moi c'est pas grave. Merci. Bisous. Très Ciao, ciao. Au revoir.